Quand on entend parler de cessation, de nirvana ou d'éveil, on imagine facilement que l'on quitterait une existence ordinaire, encombrée de pensées, de désirs et de contrariétés, pour entrer dans une sorte d'état supérieur et lumineux. Cette représentation des choses est quasi inévitable parce que le mental fonctionne par comparaison d'opposés, comme ici et là-bas, avant et après, ignorance et éveil. Mais dans le zen, la cessation ne signifie pas nécessairement qu'une expérience extraordinaire vienne remplacer l'expérience ordinaire. Ce qui cesse est beaucoup plus simple. C'est la revendication selon laquelle ce qui est devrait être différent. C'est ça qui cesse. C'est cette revendication selon laquelle ce qui est devrait être différent. Ce qui est, c'est le factuel, devrait être différent, c'est l'imaginaire. Le factuel, c'est le bruit d'une voiture qui passe et qui reste un bruit de voiture. C'est une douleur qui reste une douleur, sans commentaire. C'est la pluie qui tombe, quelqu'un qui parle trop fort, rien n'a été remplacé. Ce qui peut disparaître, c'est cette voix supplémentaire, superfétatoire et en arrière-plan, constamment, qui affirme il faudrait que cela soit différent. Voilà ce qui peut disparaître. C'est pourquoi le zen se méfie tellement de l'idée d'acquisition spirituelle. On viendrait pratiquer parce qu'on veut obtenir quelque chose, peut-être le satori. Puis on découvre peu à peu un paradoxe. Chercher, alors écoutez bien, chercher la cessation empêche précisément la cessation, puisque cette recherche prolonge le mouvement même qu'on voudrait voir disparaître et qui est je veux atteindre l'état dans lequel je ne désirerai plus rien. Je veux atteindre l'état dans lequel je ne désirerai plus rien. Et ça, c'est encore un désir. Le chercheur spirituel peut devenir extrêmement malin, mais il demeure un chercheur. Mu Shotoku, sans esprit de profit, autrement dit, ne signifie pas qu'on devrait volontairement renoncer à tout résultat afin d'obtenir un résultat supérieur, ce qui serait encore une stratégie. Mushotoku indique plutôt cet instant où la pratique n'est plus un marché conclu avec l'avenir. En fait, la notion d'avenir n'a plus beaucoup d'intérêt. Zazen est l'expression directe de cette absence de contrat avec l'avenir. On s'assoit face au mur sans rien à conquérir, sans rien à produire, sans rien même à réussir. Une pensée apparaît, elle apparaît. Elle disparaît, eh bien elle disparaît. Une sensation traverse le corps, une inquiétude revient. Dans la vie habituelle, chaque événement déclenche presque immédiatement une réaction de saisie, en tout cas une réaction.
ou de rejet ou de comparaison. Zazen ne supprime pas ce mouvement, mais révèle qu'on n'est pas obligé de le poursuivre. D'accord pour la réaction, mais on n'est pas obligé de la poursuivre et d'élaborer à partir d'elle, de se faire emporter par elle. La pensée peut être là, sans qu'une deuxième pensée ne vienne immédiatement lui ajouter une histoire. Alors quelque chose cesse sans que personne n'ait décidé de la faire cesser ou de le faire cesser. C'est comparable à une main serrée qui s'ouvre. Elle n'obtient rien en s'ouvrant, elle cesse simplement de retenir. Alors, l'expression rien de spécial, c'est cela. Cela ne veut pas dire que l'éveil serait banal au sens de médiocre ou sans importance. Cela signifie qu'il ne constitue pas un objet particulier au milieu des autres objets. L'éveil n'est rien de spécial. Si l'on pouvait dire voilà l'éveil, je le possède, je peux le conserver et je peux le reproduire, il serait devenu une expérience pardon, appartenant à quelqu'un. Or, la cessation concerne justement la fin de cette appropriation. L'expression célèbre rien de spécial du zen coupe court à notre fascination pour les états de conscience dits exceptionnels, comme par exemple en méditation, où l'on pourrait connaître une grande tranquillité, une grande paix, une impression spéciale d'unité universelle, une disparition momentanée des limites corporelles, une joie immense, que sais-je. Tout cela peut arriver, mais tout cela passe, comme le reste. Là, la cessation dont parle la troisième noble vérité est plus radicale. Elle ne dépend pas de la conservation d'une expérience particulière. Dans certaines histoires zen, on dit qu'après l'éveil, on coupe du bois et on porte de l'eau. En fait, exactement comme avant. Cette formule est devenue tellement connue qu'on oublie la force de la formule, la force du sens, de ce sens de la formule. Elle signifie qu'aucun monde parallèle ne s'ouvre. Il faut toujours préparer le repas, toujours nettoyer la pièce, toujours faire la vaisselle, toujours répondre au téléphone, toujours perdre ses lunettes, etc. La cessation n'abolit pas le quotidien. Elle rend au quotidien son entière simplicité. On découvre alors combien la vie était étouffée par le commentaire qu'on lui ajoutait continuellement. On ne buvait pas seulement du thé, on évaluait le thé. On ne marchait pas seulement, on allait quelque part, en pensant déjà à ce qu'on ferait ensuite. L'expression rien de spécial signifie que boire peut simplement être boire et marcher simplement marcher. Mais il faut éviter un autre piège. Parce qu'entendre que tout est déjà là peut conduire à penser qu'il serait inutile de pratiquer. Pourquoi faire zazen puisque rien ne manque? Pourtant, Dogen ne sépare jamais pratique et réalisation. On ne pratique pas pour fabriquer ultérieurement l'éveil.
La pratique elle-même est l'expression de cette absence de manque. Une fleur n'a pas besoin de justifier sa floraison par un résultat futur. De même, s'asseoir sans chercher à devenir quelqu'un manifeste déjà cette cessation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de colère, de peur ou d'attachement. Cela signifie que la pratique ne consiste plus à construire un individu idéal débarrassé de tous ces défauts-là. Même l'imperfection apparaît dans cet espace qui ne réclame rien. Mais on ne trouve nulle part le propriétaire indépendant, individuel, qui serait derrière l'ensemble et commanderait tout. Lorsque cette appropriation se relâche, le monde n'est pas détruit. Au contraire, il devient extraordinairement concret. Il y a cette table, cette respiration, cette lumière sur le mur, etc. La cessation n'est pas le passage de quelque chose au néant, c'est la cessation de l'illusion qu'une entité séparée et individuelle devait contrôler le cours des choses pour pouvoir enfin être en paix. On comprend alors pourquoi le zen utilise si volontiers les gestes ordinaires de la vie courante. Un maître ferme une porte, sert le thé, balaie la cour ou répond par quelques mots qui semblent dérisoires. Le disciple, lui, attendait une révélation métaphysique profonde et on lui montre son bol. Ce n'est pas une plaisanterie destinée à cacher un enseignement secret. Le bol est précisément l'enseignement. Rien de spécial. Dès qu'on cherche derrière ce qui apparaît une réalité plus profonde, eh bien, on recrée une distance. On suppose qu'ici se trouve le monde ordinaire et que quelque part derrière lui, se cache l'absolu. Mais où pourrait-il se cacher cet absolu? La cessation est aussi la cessation de cette séparation entre une réalité jugée insuffisante et une vérité spirituelle supposée supérieure et parfaite. Quand cette division tombe, rien n'est ajouté au bol. Alors cela change profondément la manière de comprendre la libération. C'est-à-dire qu'être libre ne signifie plus pouvoir choisir parfaitement sa vie, maîtriser ses émotions ou empêcher les événements désagréables. Une telle liberté, entre guillemets, serait encore le rêve d'un moi devenu tout-puissant. La liberté du zen est beaucoup plus prosaïque. Ce qui arrive n'a plus besoin de confirmer l'existence de quelqu'un. Ce qui arrive suffit. La réussite peut venir et repartir. L'échec également peut venir et repartir. Une personne nous apprécie, une autre nous critique. Le corps vieillit, les saisons changent, tout cela continue. Mais l'immense travail
consistant à transformer chaque événement en histoire personnelle peut tomber, peut disparaître. Et alors apparaît cette évidence presque décevante pour celui qui attendait des miracles. La vie n'avait jamais demandé à être possédée par qui que ce soit pour être vécue. Elle fonctionne très bien toute seule. Voilà ce que signifie profondément ce rien de spécial. On cherchait une porte de sortie et on découvre qu'il n'y avait pas de prison en dehors du besoin d'en sortir. C'est le besoin d'en sortir qui a créé la prison. On voulait atteindre la cessation et on découvre que la course vers la cessation était elle-même l'agitation, elle-même l'obstacle. Rien de spectaculaire n'est nécessaire. Le vent souffle, le corps respire, une pensée passe, le monde continue. Même le sentiment d'être quelqu'un peut apparaître. Il n'est pas nécessaire de le combattre. Lui aussi appartient à ce qui est. Lorsque rien n'est saisi et rien n'est rejeté, la troisième noble vérité cesse d'être une doctrine concernant un nirvana lointain et hypothétique. Elle devient cet instant très ordinaire où rien ne manque. On entend un oiseau, on boit son thé, on se lève de zazen et personne n'a besoin d'ajouter de commentaires tels que c'était bien, c'était mal ou voilà, j'y suis arrivé.